Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale où je vais vous décomposer les différentes technologies et les différents consensus que nous allons pouvoir retrouver dans le monde des crypto-monnaies. Je vais donc parler des blockchains et des systèmes qui sont relativement apparentés. Donc pour repartir à la base du pourquoi des blockchains, on va partir du constat de base simple qui est une personne souhaite échanger avec une autre personne de la valeur à une distance relativement importante. Elle ne peut pas le faire en liquide de main à main. De base, vous aviez besoin d'avoir un tiers de confiance qui, la plupart du temps, était une banque ou un intermédiaire qui faisait ce transit et qui pouvait prendre beaucoup de frais et dont l'honnêteté pouvait être éventuellement mise en doute. Le but de Bitcoin était justement de répondre à cela. Et donc, c'était, on va dire, le premier système blockchain efficace, fonctionnel, qui a été lancé. Donc, ce premier système fonctionne en proof of work, donc c'est en preuve de travail. C'est tout simplement la partie sécurisation de l'information du registre qui est validée par des machines. Et il est validé par des machines tout simplement par le fait que vous avez un nombre très important de machines sur le réseau, que ces machines cherchent à répondre à un problème mathématique simple, et le premier mineur qui réussit à résoudre ce problème a le droit de mettre un bloc en plus sur la blockchain, et ainsi permettre au registre d'être toujours bon. Sur les problématiques qu'on peut rencontrer vis-à-vis de ça, c'est que forcément vous avez énormément de machines et donc une consommation énergétique qui est assez importante. Donc on peut entendre parler ici et là qu'il y a de l'énergie renouvelable, aller chercher des énergies qui seraient perdues sinon. Bref, il y a des tas de possibilités d'aller chercher de l'énergie pour éliminer, mais c'est vrai que à la base c'est relativement énergivore. Et pour le consommateur, le principal risque vis-à-vis de ce système-là, qui pour le coup est vraiment décentralisé, c'est l'attaque 51%. Donc l'attaque 51% est une attaque qui demande d'avoir plus de 51% des mineurs à sa disposition, ce qui vous permet en fait de créer une double dépense, tout simplement parce que la chaîne la plus longue est la chaîne qui fait foi, et quand vous avez 51% de la puissance de minage, vous pouvez dépenser une première fois sur la chaîne initiale, la dériver, et faire sur cette nouvelle chaîne que vous faites vous-même plus longue, faire croire qu'il n'y a pas eu de dépense. Donc c'est le principe d'une attaque 51%. L'attaque 51% n'est plus réellement possible sur Bitcoin parce qu'il y a beaucoup trop de mineurs et que ça demanderait donc beaucoup trop de calculs. Par contre, d'autres blockchains en proof of work où vous avez relativement peu de mineurs en ce moment sont relativement impactés. On a déjà eu lors des anciens bear market certaines crypto-monnaies en proof of work qui ont pu rencontrer ce problème, notamment Ethereum classique à l'époque, enfin durant le dernier bear, a eu 3 différents hacks. Donc pour répondre à ces problématiques de consommation énergétique, de besoins informatiques, s'est développé aussi un deuxième concept qui est le Proof of Stake, donc la preuve de réserve de valeur, qui est censé remplacer le fait de venir avec des tas de machines pour pouvoir résoudre le problème. Donc là, on n'est plus dans le cadre d'une utilisation d'énergie et de matériel informatique pour venir prouver la bonne foi du registre, mais on vient tout simplement sélectionner des validateurs qui vont être en charge de pouvoir faire le consensus. La technologie la plus ancienne concernant le Proof of Stake et ce que l'on peut retrouver à l'heure actuelle sur Ethereum, c'est le système de masternode. Le système de masternode est en fait un système où vous avez un node dans lequel vous enfermez vos jetons,
Et lorsque vous êtes amené à valider une transaction, si vous la validez de manière malicieuse, vous êtes puni et vos coins sont burnés, enfin bref, vous avez une punition, vous perdez des tokens pour inciter les personnes à ne pas le faire. Donc le système masternode en tant que tel, lui, est capé, c'est-à-dire que chaque node a un certain nombre de crypto-monnaies dedans. Pour reprendre l'exemple de Ethereum, c'est 32 Ethereum pour avoir un node. Étant donné qu'on a une supply de plus de 100 millions, on a la possibilité de faire un nombre de nodes très très important et de éventuellement maintenir une décentralisation du protocole. Malgré tout, il est arrivé à nos oreilles certaines problématiques vis-à-vis de ce système de Proof of Stake, notamment sur Ethereum, c'est-à-dire que ça demande d'avoir une puissance informatique, un serveur qui est relativement costaud, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir à domicile, donc vous êtes obligé d'utiliser un hébergeur type AWS. Donc l'utilisation de ce type de serveurs, qui sont pour la plupart aux États-Unis, fait qu'il y a une relative centralisation des mineurs et capacité, notamment pour la SEC, de venir mettre son nez dans le protocole et de venir implémenter les lois internationales commerciales des États-Unis sur le protocole. Le Proof of Stake existe en d'autres systèmes qui sont aussi différents. Donc le Proof of Stake qu'on va retrouver sur la plupart des blockchains aujourd'hui du top 30, top 40, vont être des proof of Stake où vous avez un nombre de validateurs qui est arrêté et qui vont avoir un nombre de jetons qui peut être différent. Plus un validateur ayant de jetons, plus il aura de chances de pouvoir valider un bloc. Toujours avec le même principe, s'il fournit un bloc qui est malicieux, il est slashé et donc il perd des coins. Voire il peut être tout simplement au bout d'un moment délisté en tant que validateur et être remplacé par un autre validateur entrant. La problématique de ce système-là, c'est qu'on a besoin donc de générer de la valeur, ce qui était, on va dire, relativement légitime sur Ethereum, parce que Ethereum a fait sa valeur sur du Proof of Work, et lorsque la valorisation du jeton était bien positionnée et était validé par un ensemble de personnes, ils se sont mis à faire du proof of stake. Ce qui n'est pas forcément le cas sur de très nouvelles chaînes où en fait la valeur du token a été relativement arbitrairement proposée par les venture capital qui sont rentrés dans ces projets-là, et c'est ce qui fait qu'on a pu rencontrer des chutes de valorisation très importantes lors de fuites de venture capital, ce qu'on a pu notamment avoir sur Solana avec le départ massif d'Alameda Research sur ce sujet-là. Pour pouvoir améliorer la centralisation sur les systèmes de Proof of Stake, a été proposé le DPoS, donc le Delegated Proof of Stake, qui en fait permet à tous les utilisateurs de venir prêter ces coins à un validateur, ce qui fait que vous avez un pouvoir qui, du fait, est réparti sur un nombre de personnes plus important, tout en gardant les validateurs et leur centralisation. Donc au niveau du Proof of Stake, on est en général, la plupart du temps, mis à part sur les systèmes de masternode qui sont bien délivrés sur des systèmes très centralisés, le but de ces systèmes très centralisés étant de mettre le coût de l'infrastructure de la blockchain sur très peu d'acteurs et sur très peu de machines pour pouvoir faire tourner la blockchain avec très peu d'énergie. L'inconvénient de tout ça, c'est que même si vous avez beaucoup plus de débit de transactions à la seconde que sur un système décentralisé type Bitcoin, vous avez du fait un pouvoir qui est très centralisé et une supply qui est très centralisée.
Voilà. Après, vous avez d'autres consensus, notamment le Proof of Authority qui est proposé notamment par XRP, où là c'est très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus. XRP vient, vous dit je suis une entreprise sérieuse, vous me faites confiance et vous avez confiance au fait que je ne vais pas corrompre la blockchain. Donc c'est forcément un système qui est très centralisé, qui peut être très rapide. Si vous avez une confiance aveugle en XRP, c'est plutôt pas mal, mais au final, vous vous retrouvez un petit peu avec un système type bancaire, c'est-à-dire vous appelez XRP au lieu d'appeler votre banque pour faire l'intermédiaire, et au final, c'est lui votre tiers de confiance, plutôt que d'avoir un tiers de confiance qui est entièrement décentralisé et sans avoir un besoin de personne ou de gouvernance pour arriver à faire consensus. Vous avez après d'autres types de consensus qui sont pour le coup un petit peu moins répandus, notamment le Proof of Space and Time qu'on peut retrouver notamment sur le Filecoin et sur le Chia, qui là sont plus sur un principe d'agriculture où vous venez plotter sur des disques durs et où en fait le consensus se fait par le hasard des endroits où la validation pourra se faire sur les différents disques durs du réseau. Concernant la scalabilité des différentes blockchains, on va avoir plusieurs propositions. Les premières propositions étant principalement ce qu'on va appeler les L2, donc les Layer 2, qui pour le coup vont venir s'adosser à des chaînes principales pour pouvoir monter leur nombre de transactions tout en s'appuyant sur leur sécurité, ou vous allez pouvoir avoir des blockchains qui vont fonctionner sur un système de sharding, c'est-à-dire tout simplement vous allez avoir plusieurs chaînes en parallèle qui vont venir se connecter. Voilà, donc dans tous les cas, j'attends dans les commentaires d'avoir vos questions, parce que là forcément j'ai ouvert des informations, j'essaie d'être le plus simple et le plus synthétique possible, mais ça va ouvrir sûrement pas mal de questions chez vous, notamment sur quelles sont les meilleures technologies, pourquoi, et surtout qu'est-ce que chaque système me permet de faire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et me demander de plus amples détails. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.